On est au milieu des années 1950 sur le campus de l'université de Cambridge. Deux étudiants en économie débattent de manière passionnée sur la notion de richesse. En gros, ils sont pas d'accord avec l'idée dominante au sein de leur discipline, qui est de penser que si on accroît le montant des richesses produites au sein d'un pays, sa situation globale s'améliorera forcément sur tous les autres aspects. En résumé, croissance économique égale bien-être pour tous. Ils se prennent souvent la tête avec leurs professeurs sur ce point, et souvent, c'est à leur désavantage, parce que s'ils ont une intuition, le développement économique n'implique pas mécaniquement le développement humain, ils n'ont pas encore les métriques, les concepts, les outils pour valider tout ça d'une manière certaine. Ils imaginent qu'on devrait forger de nouveaux outils pour aller plus loin que la mesure des richesses nationales, plus loin que le PNB ou plus tard, le PIB. Alors, Mahboub-ul-Haq et Amartya Sen, nos deux étudiants, vont consacrer leur vie à ce projet, remettre au centre des discussions économiques les finalités de la croissance du PIB, replacer les humains comme les acteurs et les bénéficiaires finaux des fruits de cette croissance. En effet, si les économistes ont été très prolifiques sur la façon de faire tourner l'économie, ils ont été assez peu nombreux à se poser une question pourtant simple. À quoi ça sert tout ça au juste ? Mahboub-ul-Haq et Amartya Sen, en discutant dans leur dortoir à Cambridge, et en prenant la tête de leur prof, étaient en réalité en train de poser les premiers jalons de ce qui deviendrait plus tard l'IDH, l'indice de développement humain. Un indicateur alternatif, ou complémentaire au PIB, qui se concentrerait non pas sur la production industrielle, sur les échanges monétaires, mais sur l'épanouissement réel et potentiel des êtres humains. La question qui les intéresse, c'est pas de savoir comment faire pour que les gens deviennent plus riches, mais de savoir si leur vie est plus heureuse et plus féconde grâce aux richesses produites. Et si c'est pas le cas, c'est que l'économie fonctionne mal, qu'elle n'atteint pas ses buts réels. Et du coup, ils se sont mis au boulot. Et un boulot comme ça, ça valait le coup qu'on en parle ici. Alors, parlons chiffres. L'indice de développement humain, c'est le fruit d'un long travail qui a finalement éclos en 1990, lors de la publication du tout premier rapport sur le développement humain sous l'égide du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Et ce rapport, c'est la rencontre de deux volontés au bon moment. La volonté de Mahboub-ul-Haq, tout d'abord. C'est lui qui va proposer à l'ONU de publier chaque année un rapport global qui va rendre compte de l'évolution de l'humanité selon de multiples aspects, et plus seulement selon le seul aspect de la production de richesse. Parce que Mahboub, il a sacrément les glandes contre le PIB. Pas contre le PIB, parce que c'est un indicateur qui connaît bien, il en connaît la fabrication, il en connaît les usages et les limites. Mais, comme tout économiste un petit peu sérieux, il a les glandes contre la vision très réductrice et très exclusive qu'en ont les décideurs politiques. Il parle même d'aveuglement. Et vous le savez si vous regardez mes vidéos, un indicateur statistique, ça va vite avoir tendance, paradoxalement, à aveugler celui qui s'en sert à tort et à travers. Un indicateur statistique, c'est une réduction de la réalité. C'est un modèle. Et si on n'a pas conscience de sa méthode de fabrication, de ce qui est compris dedans, surtout de ce qui n'est pas compris dedans, de ce qu'on peut lui faire dire et ce qu'on ne peut pas lui faire dire, alors on a toutes les chances de se planter. Sauf que là, on parle pas de taux de change ou de KPI à la con, là. L'aveuglement des responsables politiques face au PIB comme seule mesure pertinente de toutes leurs décisions, ça a des conséquences sociales, environnementales, et ça a des conséquences potentiellement dévastatrices. Et ça, Mahboub, il veut que ça s'arrête. Parce que, oui, je vous l'avais pas dit, Mahboub-ul-Haq, il est pakistanais, et il a observé que si au Pakistan, la croissance économique, elle avait été assez forte, dans les années 60, ça s'était pas du tout accompagné d'un mieux-être pour la population. Voire, ça avait ravagé des espaces naturels par paquets de milliers de kilomètres carrés. Et c'est quelque chose qu'il partage avec Amartya Sen, qui lui est de nationalité indienne, et qui a vu de ses yeux ce qu'on a appelé la révolution verte, l'arrivée des engrais chimiques en agriculture, qui a bien vu le bénéfice pour les cultures et les revenus agricoles du pays, mais qui a aussi vu les ravages sanitaires, sociaux et écologiques qui sont allés avec. Donc si vous voulez, ils sont... ouais, dubitatifs. Mais pas bornés pour autant. Amartya Sen, il a aussi vécu la grande famine qui a sévi en Inde juste avant la révolution verte. Donc, il demande à voir. L'ONU, via son programme pour le développement, elle était à ce moment-là très intéressée par la production d'un rapport annuel, pourquoi pas, sur le sujet du développement humain, et pour au moins deux raisons.
Premièrement, on arrivait à la fin du siècle, et on n'avait jamais vraiment fait le bilan des efforts de coopération internationale pour le développement, et ce, depuis la Seconde Guerre mondiale. Deuxièmement, l'ONU entendait prendre la main sur ce sujet au niveau mondial, face à une autre organisation, la Banque mondiale. En effet, la Banque mondiale publiait alors chaque année un bien mal nommé rapport sur le développement, qui compilait des statistiques économiques sur la plupart des pays du globe, bref, un rapport qui confond développement économique et développement humain. Et ça, les économistes du développement commençaient à en avoir un peu marre. On est au début des années 90, le tiers-mondisme est lentement en train de s'éteindre, les mouvements altermondialistes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ne sont pas encore tout à fait développés, mais des voix s'élèvent déjà contre les politiques dites d'ajustement structurel, qui sont réclamées par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international. En gros, des chantages à la libéralisation, à la privatisation des services publics, en échange d'argent ou d'un effacement de dettes auprès des pays qui sont dits en voie de développement. Et l'ONU entend bien enquêter un peu sur les ravages du tout économique. Quels sont les efforts concrets de ces politiques sur les individus, au-delà de leurs effets sur les taux de croissance des PIB? C'est dans ce contexte qu'une équipe d'économistes va alors accoucher de l'IDH, l'indice de développement humain. Et c'était important d'insister sur le contexte parce que les contextes de naissance des idées ou des outils statistiques sont primordiaux pour pouvoir bien les comprendre. Dès le départ, donc, l'IDH s'est pensé comme une alternative au PIB et aux grands indicateurs économiques. Mark Boulhak va coordonner l'équipe à l'origine de l'IDH et des premiers rapports annuels. Et ils vont mettre un point d'honneur ensemble à imiter, en quelque sorte, le PIB. En tout cas dans sa forme. Puisque le succès du PIB comme indicateur non plus seulement économique, mais également politique, réside dans sa simplicité formelle, et pas forcément de sa simplicité de fabrication, parce que là c'est une sacrée tannée, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Alors, l'IDH devra lui aussi avoir la forme la plus simple possible, pour pouvoir maximiser ses chances d'être approprié par le plus de monde possible, par les décideurs politiques, les ONG, la société civile. Et donc dès ses débuts, l'IDH, il est imaginé comme un indicateur synthétique, composite, ce qu'on appelle un agrégat. C'est une échelle qui va de 0 à 1. Ça va, c'est pas dur. 0, c'est nul, et 1, c'est parfait. Très concrètement, l'IDH va prendre la forme de la moyenne arithmétique de 3 autres indices, de 3 informations, si vous voulez, qui sont elles aussi notées de 0 à 1. L'espérance de vie à la naissance, le taux d'alphabétisation, et le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat. On passe ça dans une moulinette au moyen d'une petite standardisation dont je vous passe les détails, on fait la moyenne des 3 chiffres, et voilà, vous avez l'indice de développement humain pour chacun des pays. Vous refaites une moyenne, et vous avez l'IDH global, celui qui vaut, pour le monde entier, quoi. Et voilà ce que ça donnait à l'époque. Si vous vous demandez, la France était 8ème en 90, aujourd'hui elle est 28ème. Alors c'est pas que notre niveau de développement humain a baissé, il augmente de manière très régulière, mais c'est parce que d'autres pays nous ont dépassés. C'est pas pareil. Et là, il faut que je vous montre un truc. Ça, c'est un graphique qui compare la distribution des pays dans le monde selon qu'on les classe selon leur PIB ou selon leur IDH. La ligne du haut, c'est le classement selon l'IDH, celle du bas selon le PIB, l'échelle est à droite pour le PIB, à gauche pour l'IDH. Et on les classe dans l'ordre croissant. En bas, les plus petits scores, en haut, les plus hauts scores. L'enseignement ici, c'est que la mesure de la richesse des nations et celle de leur niveau de développement humain ne sont pas corrélées. Hormis, il faut le noter, et ça va être important pour la suite, aux deux extrêmes. Ce qui veut dire que les pays les plus pauvres ont tendance à être les moins développés, et les pays les plus riches ont tendance à être les plus développés. Mais que la situation de la majorité des pays, ceux qui sont entre les deux extrêmes, elle est beaucoup plus contrastée que ça. Et que dans ces situations majoritaires, la richesse n'a pas forcément de lien avec le plus ou moins grand stade de développement humain. On a des pays plus riches que d'autres, mais qui semblent faire moins de cas des conditions de vie de leur population, et des pays moins riches, mais dans lesquels l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, etc., semblent être des priorités. Et depuis la publication de ce rapport, et de beaucoup d'autres études, notamment celle de Richard Easterlin, et on en parlera évidemment dans une future vidéo, on a tendance à douter beaucoup plus sérieusement du préjugé selon lequel le développement économique est égal au développement humain. Et Mark Boulhak a réussi son coup. C'est
assez simple, voire beaucoup de monde a dit simpliste à l'époque, dont Amartya Sen d'ailleurs, hein, qui s'était désolidarisé du projet au début. C'est assez simple, ça a pas mal de failles qu'on verra plus tard ensemble, et aujourd'hui c'est plus calculé comme ça, mais voilà en gros comment ça s'est passé, le premier calcul de l'indice de développement humain. Et autant vous dire qu'à l'époque, ça a fait jaser. Et c'est tant mieux, hein, parce que c'est exactement ce que Mahboub ul Haq et le PNUD cherchaient à faire. Ils cherchaient à faire jaser. Ils ont réussi leur coup. Le 1er mai 1990, le premier rapport mondial sur le développement humain est publié. Bien sûr, il s'agit d'expliquer comment est produit cet indicateur, d'informer sur la philosophie derrière les chiffres, et de ce que les auteurs ont cherché à faire. Ils vont donc agrémenter le rapport d'articles qui vont mettre un coup de projecteur sur une problématique, une zone du monde particulière, par exemple les effets de l'urbanisation et toutes les questions que ça pose, notamment dans les pays du Sud, sur des questions d'accès à l'eau, accès aux services de santé, accès à l'emploi. Ils vont parler du problème de la dette, des pays pauvres, ils vont parler des différences entre les hommes et les femmes dans l'accès à l'éducation, à la santé, et ils vont aller jusqu'à émettre des jugements sur ce qu'ils appellent des opportunités manquées de développement, par exemple au Brésil, au Nigeria, au Pakistan, où les auteurs du rapport estiment que les fruits de la croissance économique qui ont existé n'ont pas été correctement redistribués, privant de ce fait les populations de beaucoup de services dont ils auraient dû bénéficier. Bref, les États membres de l'ONU commencent à grincer des dents, un peu. Parce que, sous la couverture scientifique du rapport, là, l'équipe de Mahboub, elle serait pas en train de faire la politique, un peu? Non? Et oui, parce que l'IDH, c'est plus seulement un travail statistique, il se place dans un contexte politique. Allez, disons philosophique. Mais non, politique, carrément, c'est un contexte très particulier. Mahboub ul Haq qui cherche à faire prendre conscience aux décideurs politiques qu'il va falloir, à un moment, prendre en compte d'autres indicateurs que les seuls indicateurs de la production économique, pour bien prendre en compte les besoins des populations. Hein. C'est un peu pour les forcer à se rappeler qui sont censés bosser pour les populations. Et l'ONU cherchera à se placer comme un partenaire, à ce moment-là, du développement des pays du Sud, plus humains, par exemple, que leurs partenaires habituels, qui sont des banquiers, hein. Et ils vont chercher à se positionner comme le seul arbitre légitime de la coopération internationale, dans un contexte un peu troublé. Oui, la guerre froide est en train de se terminer, on est en mai 90, hein. Le mur de Berlin est tombé quelques mois plus tôt, l'URSS a plus beaucoup de temps à vivre, et l'URSS est d'ailleurs pas trop mal classé, hein, 26e pays le plus développé au sens de l'IDH. C'est écrit en toutes lettres dans le petit mot d'introduction du directeur du PNUD, Bill Draper. Les femmes et les hommes doivent être au centre de tout développement. Le but du développement est d'élargir la gamme des opportunités qui s'offrent aux individus. Par exemple, pouvoir disposer d'un meilleur revenu, non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen d'acquérir le bien-être. Mais aussi pouvoir jouir d'une longue vie, de la liberté politique, accéder au savoir, être assuré de la sécurité physique, participer effectivement à la vie de la communauté, exercer ses droits humains. Les individus ne sauraient être réduits à leur seule dimension d'homo economicus. Certaines sociétés ont atteint des niveaux de développement humain élevés, malgré un faible revenu par habitant. D'autres sociétés, bien que jouissant de niveaux de revenus supérieurs et d'une croissance économique rapide, ne sont pas parvenues à obtenir des niveaux de développement humain plus élevés. Quelle politique explique respectivement ces résultats? Cette recherche est riche de la promesse d'un rapport beaucoup plus étroit entre croissance économique et développement humain, rapport qui n'est nullement automatique. Et le petit tacle, ce rapport a une orientation pratique et pragmatique. Il vise à tirer des enseignements pratiques de l'analyse des expériences nationales. Son propos n'est pas d'exhorter, ni même de recommander un modèle de développement particulier, mais bien de mettre à la portée de tous les dirigeants des données d'expérience qui leur soient utiles. Alors oui, ça a gueulé à l'époque, hein, parce que autant c'est pas très grave de pas être dans le top des pays les plus riches, par contre, être mauvais au classement de l'IDH, ça la foutait mal. Parce que même si t'es pas un pays très démocratique, être en bas de classement, ça va bien montrer à tout le monde que tu t'en fous totalement de ta population. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, ça. Et puis les critiques confusées, variables selon les auteurs d'ailleurs. Le rapport met trop en avant les femmes, ou alors il met trop en avant les minorités, ou les pays riches, ou les pays pauvres. Elle va pointer du doigt nommément des pays en expliquant bien à tout le monde que leurs politiques sont mauvaises du point de vue du développement humain,
Ils leur ont littéralement dit « Vous faites de la merde ». Non, j'avoue, c'était osé. Et ça, c'était rien à côté du rapport qu'ils allaient publier en 1991. En 91, les équipes du PNUD vont s'étoffer et vont réitérer l'expérience, et même la compléter un peu. L'IDH c'est bien, mais c'est un peu court, ça donne pas une vision complète des potentialités humaines, de l'étendue de leurs conditions de vie, et il va falloir, au fur et à mesure, le compléter avec d'autres indicateurs, d'autres informations, qui vont venir à terme brosser un grand portrait des conditions de vie des êtres humains. Et pour la seconde édition, le PNUD va choisir de publier un indicateur des libertés humaines. Et là, autant vous dire que l'URSS, il va pas pointer en haut de classement. L'indicateur des libertés humaines agrège 40 droits jugés comme fondamentaux. Le droit de circuler librement dans son pays, le droit d'enseigner, de recevoir un enseignement, de recevoir des informations, le droit de ne pas être soumis au travail forcé, à la torture, l'absence de censure, l'absence de parti unique, le droit à une nationalité, un procès équitable, à la pratique libre d'une religion de son choix, le droit d'avoir des enfants, etc. Je le mentionne juste en passant, mais ça a créé un sacré bordel, hein, bien pire que celui de l'année précédente, parce que bon, après tout, le manque de développement humain, tu pouvais encore l'excuser en disant que t'avais pas assez de moyens, que les circonstances, ceci, cela. Et là, c'est un peu différent, là. On parle de pointer du doigt des États qui ne garantissent pas les libertés considérées comme fondamentales, et qui sont, en général, issues de la Déclaration des droits de l'homme. Donc normalement, qui sont admises par tous les membres de l'ONU. Dites-vous que ça a failli coûter son poste à Bill Draper, le chef du PNUD, hein, et même que ça a failli arrêter totalement l'expérience de l'IDH et du rapport mondial sur le développement humain, hein, tellement ça a chié des bulles. Et cet esprit, on va ruer dans les brancards, on va secouer le cocotier, bref, insérer ici l'expression imagée de votre choix qui exprime avec subtilité et raffinement le fait qu'on va aller remuer la merde. Cet esprit, l'équipe de Mahmoud Haq va le garder pendant un petit moment. Hein. Il y a qu'à voir les titres des rapports, notamment dans les années 90-2000. En 1993, la participation des populations. En 95, égalité des sexes et développement humain. 1997, le développement humain au service de l'éradication de la pauvreté. En 99, une mondialisation à visage humain. En 2002, on cherche à approfondir la démocratie. En 2004, les libertés culturelles. En 2006 et 2007, on va parler changement climatique et crise de l'eau. Alors on va constater que dans les années suivantes, les thématiques vont un peu plus se lisser, devenir moins politiques, et adopter un langage que je trouve un peu plus creux. Exemple. Durabilité et équité, un avenir meilleur pour tous, en 2011, ou réduire les vulnérabilités et renforcer la résilience, en 2014, voire le développement humain pour tous, en 2016, ou le dernier en date à avoir reçu un titre, façonner notre avenir dans un monde en mutation, pour le rapport 2021-2022. C'est un langage un peu plus macroniste, quoi. Je veux dire, ça blessera personne. Et pendant tout ce temps, l'indicateur lui-même va évoluer et va être complété par d'autres informations, formant un tableau de bord plus complet qu'il va être intéressant de parcourir maintenant. Ce qui s'en est passé, les choses, depuis les débuts de l'IDH. Si on est parti d'un indicateur synthétique et très simple, noté de 0 à 1, aujourd'hui, le PNUD calcule chaque année plusieurs indices qui vont venir compléter l'IDH. On a déjà un peu parlé de l'IDH sensible au genre, ou prenant en compte les inégalités de genre, le rapport de 91. Et c'est un outil très intéressant pour comprendre les conditions de vie des femmes par rapport à celles des hommes, et qui va même jusqu'à mesurer l'écart de niveau de développement humain selon qu'on soit un homme ou une femme. Et autant vous dire que selon les pays, ouais, ça varie. Il y a encore l'indice des libertés, qui émettra un jugement sur le positionnement des États du monde sur une échelle du totalitarisme en gros, hein. Mais j'ai pas encore mentionné l'indice de développement humain ajusté des inégalités, qui, comme son nom l'indique, va venir pondérer les résultats en fonction des inégalités de redistribution des richesses, de l'espérance de vie et de la scolarisation au sein d'un même pays. Et ça aussi, ça va faire varier pas mal les résultats, hein. On peut même calculer la proportion de scores perdus ou gagnés par chaque pays à cause de la prise en compte ou pas des inégalités. C'est un peu dire aux gens, vous auriez pu être vachement plus développé si vous aviez essayé de travailler un peu sur la réduction des inégalités, mais vous l'avez pas fait. Ça rue dans les brancards. Cet IDH
corriger les inégalités, c'est d'ailleurs considéré comme le niveau de développement humain réel quand l'IDH simple, pas corrigé quoi, va refléter le niveau de développement humain potentiel à un moment T dans chaque pays. Et pour info, dans le monde, la différence entre l'IDH et l'IDHI est d'environ 20%. C'est-à-dire qu'on perd 1/5 du niveau de développement humain potentiel, du seul fait qu'on lutte pas contre les inégalités. En France, c'est aux alentours de 8%. Ou encore, on peut citer l'ajout récent d'une dimension écologique, à savoir l'IDH ajusté de l'empreinte écologique, qui va venir pondérer l'indicateur au moyen de deux autres variables, les émissions de CO2 et l'empreinte carbone de chaque pays. En gros, les scores d'IDH des États vont perdre de la valeur s'ils ont une empreinte écologique trop forte. Et enfin, on a vu l'ajout récent d'un index de pauvreté multidimensionnel, je vous mets de la doc en description, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est très très touffu par contre, je vous préviens. Tous ces ajouts ont grandement complexifié le rapport mondial sur le développement, et ils ont ajouté au fil du temps des nouveaux indicateurs qui répondent aux nouvelles préoccupations mondiales, aux préoccupations du temps. L'ajout de ces nouveaux indicateurs vont par exemple venir relativiser de beaucoup le niveau de développement humain des pétromonarchies du Golfe, par exemple, qui vont être, pour beaucoup d'entre elles, assez bien notées si on prend l'IDH simple. Les Émirats Arabes Unis sont 17e au classement, le Bahreïn 34e, le Qatar et l'Arabie Saoudite 40e ex aequo, et dès qu'on va venir prendre en compte d'autres facteurs, ça fanfaronne déjà vachement moins. Parce que quand t'ajustes avec les libertés publiques, avec les droits des femmes et des minorités, et avec l'empreinte carbone, ça passe un peu le résultat. Et il faut qu'on s'arrête un petit peu sur ces ajouts, sur cette complexification. Parce que c'est une évolution qui n'était pas forcément prévue au départ. Ni même souhaitée. Au départ, Mahmoud Ulhak, en forgeant l'indice de développement humain, il avait vraiment dans l'idée de faire un truc très simple, de singer en quelque sorte le PIB pour imposer son nouvel outil sur la scène internationale. Et je vous l'ai dit, il s'était même pris la tête et brouillé pendant un temps avec son vieux pote Amartya Sen. Et Amartya Sen, il écrira plus tard « Je dois reconnaître qu'au départ, je voyais pas grand intérêt dans l'IDH en tant que tel. Il se trouvait que j'ai eu le privilège de participer à sa conception, et j'ai même fait part de mon grand scepticisme à Mahmoud Ulhak, concernant le fait de se concentrer sur un indicateur sommaire de ce type, d'essayer de saisir dans un chiffre unique la réalité complexe que représente le développement humain et la misère. Cet aspect sommaire n'avait pas échappé à Mahmoud. Il ne pouvait pas nier que l'IDH ne constituait qu'un indicateur du développement très limité. Mais après quelques hésitations initiales, Mahmoud s'est persuadé que la prédominance du PNB, un indicateur trop utilisé et trop mis en avant qu'il voulait remplacer, ne serait pas remise en cause par une série de tableaux. Selon lui, les lecteurs les considéreraient avec respect, certes, mais quand ils voudraient utiliser une mesure synthétique du développement, ils retourneraient au PNB en raison de sa simplicité et de sa commodité. Nous avons besoin d'une mesure, disait Mahmoud, aussi simple que le PNB, un seul chiffre, mais qui ne soit pas aussi aveugle que lui face aux aspects sociaux de la vie humaine. Mahmoud espérait non seulement que l'IDH améliorerait, ou du moins compléterait utilement le PNB, mais aussi qu'il susciterait un intérêt pour les autres variables qui sont amplement analysées dans le rapport mondial sur le développement humain. Mahmoud avait tout à fait raison en ça, et je dois l'admettre, et je me réjouis que nous n'ayons pas essayé de l'empêcher de chercher une mesure sommaire. Le but, c'était d'attirer l'attention du public et de commencer à essayer de faire réfléchir de manière critique sur les indicateurs de développement et les indicateurs de richesse. Mais voilà, Mahmoud Ulhak décède en 1998, et le bébé est repris par d'autres, notamment par Amartya Sen, qui va prolonger le travail de son ami et collègue, qui va l'améliorer par certains côtés, et en faire une vitrine pour des investigations un peu plus poussées. C'est notamment grâce à lui qu'en 2010, la formule de calcul de l'IDH sera renouvelée en profondeur. Je vous l'ai dit, depuis 1990, l'IDH est une moyenne de 3 indices. Un indice d'état de santé, d'état de la scolarisation, et d'état des revenus disponibles. Et ça pose plusieurs problèmes. Déjà, les indicateurs choisis pour constituer les 3 indices doivent être renouvelés. Dans le cours des années 2000, on a acté le fait que l'alphabétisation des populations avait incroyablement progressé dans tous les pays, et que le taux d'alphabétisation d'une population c'était plus un chiffre assez parlant, assez pertinent pour décrire le niveau d'éducation des personnes. On avait quasiment éradiqué le problème. Donc maintenant, il fallait s'atteler à une tâche un peu plus énorme, s'assurer d'un bon niveau d'éducation pour la plupart des habitants de la planète. Et pour ça, l'IDH prendra dorénavant en compte
Deux indicateurs. D'une part, la durée moyenne de scolarisation des habitants de plus de 25 ans, la durée réelle de scolarisation des adultes, et d'autre part, la durée attendue de scolarisation des enfants, qui est une dérivée du taux de scolarisation des jeunes dont on va venir tirer une espérance. C'est le premier changement. Et le second changement, c'est que l'IDH ne prendra plus en compte le PIB, le produit intérieur brut, dans ses calculs. Est-ce que c'est un divorce? Pas vraiment. Pour mieux prendre en compte la richesse disponible pour les habitants et pas l'ensemble de la production de valeur monétaire, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une partie grandissante du PIB qui sort chaque année de la circulation monétaire, qui est affectée au capital et qui est thésaurisée, l'IDH prendra dorénavant en compte le RNB, le revenu national brut, par habitant. Parce que dans une économie mondialisée, il y a souvent des différences importantes entre le revenu de la population d'un pays et la production nationale. Et ça va permettre de prendre en compte, par exemple, des transferts de revenus des habitants vers une diaspora, par exemple, ou l'inverse, des transferts depuis la diaspora vers les pays d'origine. Enfin, et c'est la dernière transformation, mais pas la moindre, la méthode de calcul elle-même est rénovée. Parce que le calcul de l'IDH, il est bête comme chou, c'est une moyenne. Qu'est-ce que je vous ai déjà dit sur les moyennes? Vous savez qu'en moyenne sur Terre, chaque être humain a un testicule. Surtout que là, c'est une moyenne arithmétique, donc c'est particulièrement sensible aux valeurs extrêmes. C'est ce qui fait qu'un pays dont les habitants sont très riches, mais qui est nul à chier sur les deux autres dimensions du développement humain, va voir sa moyenne tirée vers le haut uniquement grâce à son pognon. Et ça, c'est pas du tout l'esprit. Donc exit la moyenne arithmétique, la moyenne classique, quoi, celle que vous connaissez, et bonjour la moyenne géométrique, qui est beaucoup moins sensible à ce biais des valeurs extrêmes. Alors comprendre la différence, elle est assez simple. Pour faire une moyenne classique, vous faites comme ça, et pour faire une moyenne géométrique, vous prenez les mêmes éléments, mais vous partez de leurs racines. Si vos scores aux 3 dimensions de l'IDH étaient équilibrés, ça changera rien, ou presque rien, mais si vous aviez des valeurs extrêmes, un pays très riche, ou au contraire un pays très pauvre, mais bien noté sur les deux autres dimensions, ça va venir harmoniser un peu le bousin. Et ça c'est très bien, parce que ça respecte l'idée originelle de Mahboub et d'Amartya Sen, qui était de considérer que le développement humain c'est un tout, qu'on peut pas bosser sur une seule de ces dimensions en espérant que les autres suivent de façon magique, ou en espérant que ça se voit pas dans l'IDH, à cause de cette foutue moyenne. Là, on force l'indicateur à mieux prendre en compte, de manière égale, les 3 dimensions. Et donc, avec tous ces changements, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? En 2022, l'IDH mondial s'est établi à un niveau record de 0,739, ce qui amène le monde en moyenne au niveau de développement humain de l'archipel des Tonga, alors très précisément, et plus largement au niveau de pays comme la République dominicaine, la Jordanie, l'Ukraine ou la Mongolie, et c'est un niveau considéré comme haut. Mais vous savez bien qu'il y a des inégalités. Et donc le niveau réel, entre guillemets, de développement humain, l'IDHI, l'IDH corrigé des inégalités, souvenez-vous, s'établit, lui, plutôt à 0,576, et 22% de perte de développement uniquement dû aux inégalités entre les individus et les pays. Et là, ça va nous ramener plutôt à des niveaux comparables au Brésil, la Tunisie, le Paraguay. Toutes les régions du monde ne sont pas égales non plus, en ce qui concerne le développement humain, vous vous en doutez. Et si au niveau mondial, l'IDH simple, non corrigé des inégalités, est de 0,739, on observe qu'en Europe, on est plutôt à 0,802, que les pays de l'OCDE sont même à 0,906, ce qui est super élevé, et qu'en Afrique subsaharienne, par exemple, l'IDH est de 0,549 seulement. Voilà ce que ça donne sur une carte, pays par pays. Alors plus c'est vert foncé, plus c'est développé, plus c'est rouge foncé, moins c'est développé. Voilà. Disons que c'est polarisé. Si vous cherchez les délaissés, vous avez le continent là, au milieu, puis vous avez votre réponse. Deuxième remarque, si le monde est parvenu à un niveau de développement humain jamais atteint jusqu'ici, et ça c'est une réalité, il s'est passé un petit truc au début des années 2020 qui a pas mal mis du plomb dans l'aile au progrès de l'humanité. Voici l'évolution générale de l'IDH depuis 90, ce sont les chiffres du rapport 2023 que je vous montre ici. Il y a eu comme un petit couac, non ? La pandémie de Covid, enfin plutôt les conséquences de la pandémie et sa gestion, parce que c'est pas le virus lui-même qui est venu défoncer les stats, la pandémie donc a été l'occasion d'une régression du développement humain dans le monde. Et ça s'était jamais vu. En réalité, en 2023, on a juste rattrapé le niveau de développement de 2019, c'est-à-dire le niveau de développement juste avant le début de la pandémie. On aurait dû être
beaucoup plus haut, et c'était censé être vrai dans toutes les régions du monde d'ailleurs, hein. Le PNUD fait remarquer qu'on était même bien parti pour atteindre un niveau de développement mondial de 0,800 en 2030. Et que là, apparemment, c'est mort. Et c'est mort en particulier pour les zones les plus fragiles du monde, hein, pour les régions qui souffrent déjà des inégalités mondiales, qui vont venir amputer leur développement. Et ça, on le sait, parce que le PNUD a fait l'effort d'observer dans le détail quels pays avaient retrouvé leur niveau d'avant-crise, voire l'avaient même dépassé, et, surprise, un exemple totalement pris au hasard, mais 100% des pays de l'OCDE, le club des pays les plus riches, hein, pour le résumer grossièrement, avaient retrouvé leur niveau de développement d'avant le Covid, alors que c'était le cas que de 49% des pays les moins avancés dans le monde. Et en ce qui concerne l'évolution des IDH, là aussi, la comparaison internationale, elle fait mal. L'Afrique subsaharienne a toujours été à la peine. Mais là, c'est surtout que le développement humain dans cette région, il est en panne. Hein, l'Afrique subsaharienne se situe bien au-dessous des autres parties du monde. Au fil des années, c'est l'Asie de l'Est et l'Asie Pacifique qui a connu le plus de progrès, et le développement humain là-bas a l'air de ne pas avoir trop pâti de la pandémie, par comparaison avec les autres régions du monde, hein, bien entendu. En fait, la région a connu un ralentissement de sa progression, comme les autres. Bref, vous avez tous les documents en description, je vous encourage à y faire un tour, soit directement dans le rapport, soit dans quelques articles que je vous mets à disposition. Et maintenant, que retenir de tout ça? Quelle postérité pour l'IDH? Quelle postérité pour les travaux de Mahbub Ullah, d'Amartya Sen, de leurs collègues? Est-ce que tout ça, au final, a servi à quelque chose? La notion de développement humain a connu son heure de gloire dans les années 90 et 2000, quand des efforts manifestes étaient faits, peut-être dans un contexte de plus grande coopération internationale, pour le développement des pays dits en voie de développement, ou sous-développés, comme on disait alors. Et l'altermondialisme, à l'époque, c'était un vrai truc, quoi. Bon, on n'a pas réussi à renverser le capitalisme, mais il y a eu des belles batailles, hein. Il y avait un foisonnement d'idées qui s'était fédéré autour d'un idéal, qu'on appelait « un autre monde est possible ». Ça vous rappelle un truc, ça? Ces idées n'ont pas disparu, évidemment, hein, mais leur puissance, leur présence médiatique est bien moindre aujourd'hui qu'elle était à l'époque, hein. Puis les collectifs se sont effrités, bref... À l'heure du capitalisme triomphant, de l'écrasement des peuples par la logique économique, ces idées de développement humain, d'altermondialisme, de lutte contre les inégalités, semblent peser bien peu de choses face aux chiffres de la croissance, face aux résultats économiques, aux investissements directs étrangers, la balance commerciale ou je sais pas quoi encore. Le fait qu'on n'accorde pas d'attention à des travaux comme ceux qui sont proposés dans le rapport mondial sur le développement humain, ça devrait nous inquiéter. Dans ce rapport, il s'agit de parler l'inégalité mondiale, de vitalité démocratique, des équilibres nord-sud, du financement du développement, de la scolarisation des filles à travers le monde, des libertés fondamentales, d'impact des bouleversements écologiques sur les populations, bref, de la vie, quoi, des enjeux. Et nous, non, on est resté aveuglés par le PIB et par tous ses dérivés. On n'est pas sorti de l'aveuglement dont parlait Mahbub Ullah, en tout cas, pas dans les pays riches. Dans d'autres zones du monde, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le sud global, c'est peut-être moins vrai. Et l'Amérique latine, par exemple, peut s'enorgueillir d'avoir un niveau de développement humain semblable à celui de l'Europe, alors que de notre côté du monde, on ne parle que de leur développement économique, et que leur développement humain, tout le monde s'en fout. Mais est-ce que parler de tout ça, de tous ces sujets, ça a vraiment contribué à changer les choses? Est-ce qu'une statistique a seulement ce pouvoir? Eh ben... pas vraiment. J'ai une dernière figure à vous proposer qui résume l'évolution de chaque pays depuis 1990 sur l'échelle du développement humain. Le PNUD, pour des raisons pratiques, a découpé l'ensemble des pays en 4 groupes, ceux au développement très élevé en vert foncé, élevé en vert clair, moyen en jaune ou faible en rouge. Je vais pas y aller par 4 chemins, on observe globalement que les grands équilibres ne bougent pas trop. En résumé, les pays qui étaient déjà considérés comme très développés le sont restés et sont toujours les mêmes. Les pays qui étaient les moins développés le sont restés et sont toujours les mêmes. Alors, tout n'est pas resté totalement figé au cours des dernières décennies. On a vu l'ascension de certains pays, notamment les pays arabes, surtout les pays du Golfe, mais aussi le Vietnam, la Turquie. Mais les exemples de pays peu développés qui ont su accéder au club fermé des nations à fort développement humain, ils sont rares, beaucoup trop rares. Et l'ambiance actuelle ne permet malheureusement pas de penser que la coopération internationale pour le développement humain, et surtout pour le développement humain des pays les plus pauvres, les plus délaissés, les plus à la périphérie, va revenir sur le devant de la scène.
Partout, dans les pays riches, en Europe, en Amérique, on parle de diminuer le financement de l'aide au développement des pays pauvres, pour des raisons budgétaires, mais aussi, disons-le, franchement xénophobes. Et on parle de diminuer ou d'abandonner ces financements, alors même que le contexte international militerait assez logiquement pour qu'on les renforce, en réalité, au vu des enjeux climatiques. C'est même parfois une logique mobilisée par les partis politiques les plus xénophobes, avec le motif suivant: aidons les pays pauvres, comme ça les gens pauvres arrêteront de migrer chez nous. La mise en place de l'indice de développement humain, et encore plus la publication des rapports mondiaux sur le développement, a pu constituer, c'est vrai, un genre d'aiguillon pour la prise en compte de l'humain dans un contexte qui privilégie toujours l'économie. Et il l'a fait avec un mantra très simple. Rappelons-nous toujours, à tout instant, que l'économie n'est qu'un moyen, et que la fin, c'est l'amélioration des conditions de vie des humains. Pendant un moment, dans l'histoire récente, il y a juste 20 ou 30 ans en arrière, ces considérations avaient trouvé un écho. Cet écho a un peu faibli depuis. Mahbub ul Haq et Amartya Sen, et l'ensemble des professionnels qui ont travaillé et travaillent toujours aujourd'hui sur l'IDH, ont-ils réussi leur mission? En proposant un indicateur simple, peut-être trop simple, ils ont pu proposer un des travaux statistiques les plus marquants de la fin du XXe siècle. Il n'est pas du tout parfait, il a des défauts, il faut comme toujours le regarder avec circonspection, toujours en relation avec d'autres chiffres, d'autres indicateurs, d'autres façons de voir le monde. J'essaye toujours de vous rappeler une chose qui me semble, moi, évidente, mais moi je baigne dedans. C'est une illusion de croire qu'un chiffre unique, un indicateur unique, peut résumer l'intégralité d'une situation ou d'un phénomène. Bref, quand on vous résume la réalité au moyen d'un seul chiffre, on cherche à vous tromper. Mahbub ul Haq, il le savait, il a même cherché à en jouer. Je disais dans une précédente vidéo qu'un travail statistique se trouve toujours à la confluence de plusieurs enjeux. Un enjeu technique, un enjeu politique, et un enjeu de légitimité. C'était une prouesse technique de fabriquer l'IDH, d'imaginer un truc simple pour lequel on aurait accès aux informations, et qui pourrait être délivré comme ça assez simplement au grand public. C'était aussi un coup politique, c'était une vraie offensive contre le tout économique, et c'était une charge assumé comme tel contre l'aveuglement des responsables politiques face au PIB comme seule mesure acceptable de la réussite d'un gouvernement. Enfin, il a aidé à replacer l'ONU et ses diverses agences comme les interlocuteurs les plus légitimes en matière de développement humain et de coopération internationale. Ça, c'était l'enjeu de légitimité. Et ça aussi, manifestement, ça n'a pas duré. L'IDH, en plus d'être un bel exemple d'indicateur alternatif au PIB, ça a inspiré plein d'autres gens, et plein d'autres initiatives. Et c'est aussi un cas typique pour rappeler qu'un chiffre, une statistique, ça tombe jamais du ciel, que c'est travaillé par des humains, que c'est travaillé par des forces qui gravitent autour, et que les stats, malgré ce qu'on peut en croire, bah c'est pas vraiment de tourpeau. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Parlons Chiffres. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez surtout pas à claquer votre plus beau pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous attends pour discuter dans les commentaires. À la prochaine fois.